Radio Grand Lac. Votre radio. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à la maternité et à la parentalité. J'espère que vous allez bien, que vous profitez à la fois de la neige qui nous a fait ce beau cadeau de tomber pendant un petit week-end ici en Savoie, et puis du soleil qui arrive et du printemps qui commence à pointer son bout de nez. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Guégan. Bonjour Mélanie. Bonjour Pauline. Mélanie est sophrologue depuis maintenant 2 ans, et on va avec elle explorer un petit peu qu'est-ce que la sophrologie, comment elle peut être une ressource à la parentalité et à chaque étape de la vie, qu'on nommera, nous, transition de vie. Voilà, on va décortiquer tout ça un peu en détail. Et puis, on va d'abord s'intéresser à son parcours, parce que comme vous le savez, dans Parents autrement, j'aime ça mettre en lumière les parcours de vie qui sont atypiques, qui sortent de... moi, j'ai grandi avec, on fait des études, on a un job et on va évoluer dans la même boîte pendant des années jusqu'à la retraite. Et la génération qu'on est aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça. Et donc, c'est toujours nourrissant d'entendre des parcours de vie. Je vais oser quitter un job, partir, me reconvertir, aller ailleurs. Donc, voilà un petit peu le programme. Alors, Mélanie, la tradition de l'émission que j'ai commencé à instaurer, c'est de répondre à cette question. Qu'est-ce qui te procure de la joie ? Et c'est une belle question. Alors la joie, je l'appréhende de différentes manières. Il y a les grandes joies, il y a les petites joies. En ce moment, ce qui me procure particulièrement de la joie, c'est d'apprendre. C'est tout bête. J'ai mon fils qui a commencé à apprendre à jouer de la guitare, qui prend des cours, et il a 8 ans. Donc il faut être derrière lui pour qu'il s'entraîne, pour qu'il révise. Et donc je suis derrière lui et j'apprends avec lui. Et ça me procure énormément de joie. Donc ça, c'est en ce moment. Et puis de manière générale, les petites joies, c'est les plus importantes pour moi. C'est les petits moments du quotidien. C'est les enfants qui retrouvent leur complicité 5 minutes après s'être chamaillés. Et ça, c'est magique parce que eux, ils oublient tout en 5 minutes. Donc on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils sont chanceux. Et oui. Et puis c'est les heureux hasards. C'est une lumière un peu particulière dans le ciel. C'est vraiment toutes ces petites choses, quand on est capable de les saisir, qui procurent beaucoup de bien et qui, moi, me font beaucoup de bien. Voilà. Tu dirais alors que c'est d'être présent à l'instant présent, en fait, et de vivre ces instants présents qui sont là et qui s'offrent à toi. Voilà. C'est des petits bouts de rien, mais en fait, qui sont énormément. Et ça résonne beaucoup avec un livre, du coup, que je viens de terminer, qui est La joie de Charles Pépin. Ce livre, il est très particulier dans sa façon de parler de la joie, mais il nous invite vraiment à nous questionner sur ce que c'est pour nous, sur comment on est capable justement de saisir ces instants du quotidien. Voilà. Quelle belle entrée en matière, j'adore. Merci. Je t'en prie. Alors, comme je le disais un petit peu avant, tu es sophrologue depuis 2 ans, je me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Est-ce que tu voudrais bien nous partager comment, en fait, t'es venue l'idée de te dire un matin, peut-être, je vais être sophrologue à partir d'aujourd'hui ou dans quelques temps, voilà. C'était un long parcours parce que effectivement, j'ai un profil plutôt, j'ai fait des études scientifiques, voilà. J'ai suivi un parcours en sciences de la vie, anthropologie de l'environnement à l'université. Et puis, j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années en fonction publique territoriale. Donc, d'abord dans l'environnement. Et puis, j'ai été directrice de service technique. Donc, avec gestion d'équipe, gestion de projets, des gros projets. Donc, c'était très, très intéressant. J'ai appris énormément pendant ces années. Et puis voilà, au cours de ces années, je suis devenue maman. J'ai eu mon premier garçon. J'ai découvert la sophrologie à ce moment-là. Et tous les bienfaits que ça pouvait m'apporter, j'étais très réceptive. Quand je ressortais d'une séance, j'étais toute légère, j'avais oublié tous mes soucis, c'était incroyable. Et voilà, je m'y suis intéressée petit à petit. Il m'a fallu vraiment du temps avant de me dire je vais me former. Et puis voilà, quand je me suis lancée, ça a été une sorte de révélation. Voilà.
Est-ce que tu dirais que tu t'es lancée parce que tu avais un besoin de contribuer et d'apporter cette ressource qui t'a fait tellement de bien à d'autres personnes qui pourraient aussi en avoir besoin? Ouais, complètement. Et puis aussi, je me suis rendu compte que à travers des méthodes comme la sophrologie et d'autres d'ailleurs, on se fait du bien à soi-même, mais aussi on fait du bien aux autres. Voilà, c'est pas quelque chose d'égoïste d'aller voir un sophrologue. Voilà, utiliser des méthodes alternatives de bien-être, c'est être bien avec soi pour être bien avec les autres. Oui. Et puis aussi être plus conscient de ce qui se passe autour de nous et de notre environnement aussi. Voilà. C'est parce que je prends soin de moi que du coup je suis disponible et ouvert à la relation à l'autre en fait. Parce que si je n'ai pas pris soin de moi et qu'à l'intérieur de moi c'est comme crispé, tendu, contracté parce qu'il y a plein de choses qui vont pas, comment je peux être disponible et ouvert à la relation avec l'autre? Complètement. Ouais. Trop bien. C'est un parcours qui résonne beaucoup, en tout cas avec le mien, que j'avais présenté dans une précédente émission. Je crois que c'était la toute première, je sais plus, ou celle sur, je sais plus, j'ai plus le numéro de l'épisode, mais tout ça pour juste prendre la petite parenthèse pour vous dire que si vous êtes intéressé pour réécouter des épisodes de Parents Autrement, vous pouvez tout réécouter sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Il y a une playlist spécifique Parents Autrement. Et sinon, vous avez le podcast sur Spotify, Apple Podcast et Deezer, Parents Autrement. Vous devriez facilement le trouver. Et là, vous avez toutes les émissions. Ok. La sophrologie, du coup, qu'est-ce que c'est précisément? Et on va un petit peu explorer les différences ou ressemblances qu'il peut y avoir avec d'autres pratiques que peut-être les auditeurs connaissent comme l'hypnose, la relaxation, la méditation, la visualisation, et de voir, la sophrologie, en fait, dans quoi ça s'inscrit, qu'est-ce que ça prend pas. Alors dis-nous tout, la sophrologie, c'est quoi? Alors la sophrologie, c'est une méthode qu'on dit psychocorporelle. Donc on va travailler sur le corps et sur le mental. L'idée, c'est d'aller notamment apaiser le mental, qui aujourd'hui dicte beaucoup nos vies, nous contraint aussi souvent. Le mental, c'est le petit vélo qui tourne dans la tête, les pensées qui fusent et puis qui s'arrêtent pas. C'est ça. C'est ça. Donc apaiser le mental et puis se reconnecter à son corps, parce que dans nos vies d'aujourd'hui, dans nos rythmes effrénés, etc., on est déconnecté de notre corps souvent. On sait pas, on sait pas s'écouter. On sait d'ailleurs pas ce que ça veut dire s'écouter. Ouais. Et donc on va travailler là-dessus, travailler à une certaine harmonie entre le corps et l'esprit. Et on va utiliser différentes méthodes pour ça. On va utiliser la respiration. En tout premier lieu, la respiration, parce que c'est un outil assez exceptionnel pour aller chercher de l'apaisement, notamment dans les périodes de stress. On va utiliser des mouvements qu'on appelle des relaxations dynamiques, qui vont être synchronisés la plupart du temps sur la respiration. Ok, d'accord. Voilà. Je savais pas que, je m'imaginais pas en sophrologie qu'on faisait aussi du mouvement. On mobilise le corps, oui. Alors c'est des mouvements doux, mais qui vont permettre d'aller stimuler aussi des sensations dans le corps. Voilà, on apprend à être à l'écoute des sensations du corps, et ça c'est une ressource importante en fait pour mieux vivre au quotidien. Et puis on va utiliser aussi la visualisation dont tu parlais tout à l'heure pour se projeter positivement dans l'avenir, pour aussi retourner un petit peu dans le passé et aller voir les ressources que peut-être on avait dans le passé et qu'on a oublié, les moments heureux, etc. Donc on va travailler sur ces trois aspects. Et c'est des pratiques qui se font en général assis ou debout. Okay. On pratique pas allongé, sauf si on est avec une personne qui est pas dans la capacité de tenir assis ou debout. L'idée, c'est que avec la sophrologie, on se prépare à l'action. Voilà. Donc, on n'est pas dans une relaxation où on va chercher la détente absolue et presque l'endormissement. On se prépare vraiment à l'action. Ok, trop bien, trop bien. Donc relaxation, méditation, on est plus sur le fait de se détendre et puis aller dans un état où les ondes cérébrales du cerveau vont tellement ralentir qu'on rentre dans cet état un peu second méditatif où je suis encore là et à la fois je suis un peu dans mon rêve, dans mon intérieur, mais on sait pas trop, on est dans cet entre-deux là. Alors que du coup la sophrologie, elle est plus dans le je vais vivre sensoriellement des choses
visuellement, je vais me souvenir de certaines choses, je vais imaginer et voir des choses qui vont servir un objectif que je me suis donné, par exemple. Oui, par exemple. Voilà. Par exemple. Je crois qu'il y a bien cette notion-là, peut-être, parce que l'intention de la relaxation, de la méditation, c'est peut-être juste de se détendre et puis de se calmer et puis voilà, d'avoir un espace neutre peut-être de détente. Alors qu'en sophrologie, l'intention, ce serait quoi du coup? Eh ben, comme je disais, se préparer à l'action, en fait, tout dépend de la personne que l'on accompagne ou du groupe. Ouais. On va définir un axe de travail. Donc, ça peut être, voilà, j'ai un objectif. Si c'est un étudiant, je veux passer mon bac, je veux passer mon permis. Ouais. Ça peut être, je veux travailler sur ma confiance en moi, des choses comme ça. Ouais. Donc, on va travailler en fonction de ces axes de travail-là. Et adapter les outils, parce qu'en fait la sophrologie c'est assez protocolaire en fait, et donc on va travailler en fonction de ça, vraiment. Et il y aura quand même cette notion de, tu parlais d'état méditatif, en fait d'état de conscience modifié, voilà, comme en hypnose notamment, on est entre la veille et le sommeil, et c'est parce que on est dans cet état-là qu'on peut aller explorer d'autres choses. Trop bien. Mais donc avec une intention qui est bien différente, où on est plutôt dans une intention de mouvement, d'action, de j'ai quelque chose à préparer, il y a une échéance quelque part, quelque chose qui va arriver, et du coup, voilà, je m'y prépare, ou je trouve du soutien, je suis en train de la vivre, et puis je continue à trouver du soutien par rapport à cette situation. Un objectif, clairement. Et puis avec la sophrologie, en fait, on rend la personne actrice et responsable. L'idée, c'est que la personne s'approprie les outils et qu'elle puisse les réutiliser en toute autonomie, en fait. On n'est pas sur un accompagnement de longue durée, normalement, en sophrologie. Ok, d'accord. Ok, super. Et du coup, par rapport à l'hypnose, la différence, là que je vois, tu me diras si ça te parle et si c'est correct, c'est qu'on vient pas forcément aller modifier la programmation qu'il y a dans le subconscient. Non. Voilà. Donc c'est bien ça la différence majeure. Eh ben en fait, en sophrologie, on va s'intéresser plutôt au conscient, dans le domaine du conscient, et effectivement, c'est la différence avec l'hypnose qui va un peu plus profondément. C'est ça. Et qui va traiter la cause aussi. Voilà. Très bien. Ok. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Moi, c'est assez clair. Je vois bien les différences avec. Si on résume donc l'hypnose, on va vraiment aller en profondeur pour aller reprogrammer. Une croyance, quelque chose, un événement qui a pu se passer dans le subconscient et qui continue d'interagir dans le conscient, mais on est comme dans une volonté de transformation de quelque chose qui était là depuis un certain temps et qui n'était pas forcément à notre service. Alors qu'en sophrologie, du coup, ça va plutôt être un travail sur une intention de j'ai un objectif, j'ai quelque chose à préparer, j'aimerais le vivre peut-être de cette façon-là, avec ces ressources-là, et du coup, voilà, je le visualise, je le vis dans mon corps aussi, alors qu'à l'hypnose, on est allongé et au repos, on va dire, c'est que dans notre imaginaire que ça va se passer, tandis que là, on va aussi vivre des choses avec notre corps pour que tout le système sensoriel soit réceptif à cette transformation qui est proposée aussi. C'est ça. Trop bien. Le corps est un soutien en sophrologie. Ok, top. Du coup, toi, tes accompagnements s'enroulent tous autour d'une thématique commune qui résonne beaucoup avec aussi moi ce que j'aime faire, c'est l'accompagnement des transitions de vie. J'aimerais déjà qu'on se dise c'est quoi les transitions de vie, parce qu'il y en a plein qui entendent ça, mais qui ont besoin d'un petit peu d'aide pour comprendre ah oui, ça aussi, ça on est. Tout de suite on pense à une transition de vie, oui, des choses majeures comme je déménage ou je quitte une séparation, je quitte mon conjoint ou ma famille, il y a un divorce ou quoi, et du coup il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc on pense à des trucs très gros et des fois très douloureux. Ça peut être la perte de quelqu'un, un deuil par exemple, mais il y a aussi plein d'autres transitions en fait de vie qu'on peut vivre et qui ont toute leur place en fait et méritent aussi d'être accompagnées. Par exemple, le passage à la retraite. Oui, notamment. Le passage à la retraite qui est une transition importante et qui a besoin d'être reconnu et préparé en fait. Voilà, parce que parfois ça peut être difficile de quitter le monde professionnel, surtout je pense si on a eu des enfants, on a
déjà avant les enfants qui ont potentiellement quitté le nid. Ça, c'est aussi une transition. Complètement. Voilà. Là, on quitte son travail. Et ben, il faut se reconstruire en fait différemment. Exactement. Voilà. Préparer tout ça. Donc nous, quand on va évoquer transition de vie là dans l'émission, on va faire référence à ces situations de la vie où il y a un avant, il y a un après, et il y a eu quelque chose dans le contexte qui a vraiment été modifié, que ça soit finalement dans la vie matérielle, que ça soit je change de maison ou je change de lieu de vie, je déménage, je me sépare, que ça soit avec les personnes avec qui on va vivre au quotidien, que ça soit aussi les personnes dans l'univers professionnel, je change de travail, c'est aussi une transition de vie finalement. Ouais. Je décide aussi, par exemple, de démarrer une activité sportive alors que je n'étais pas du tout sportif avant. C'est aussi une forme de transition de vie et c'est plus léger. Il y a peut-être moins d'enjeux intenses et émotionnels, mais c'est aussi une transition de vie qu'on peut accompagner et faire en sorte que on se sente bien en fait. Ouais, et c'est une transition dans laquelle on s'engage, donc elle est aussi importante qu'un changement de carrière ou autre. Ouais, exactement. Je crois que notre cerveau a toujours tendance à cibler les trucs gros, lourds, qui vont clignoter, très émotionnels, alors qu'en fin de compte, ça peut aussi s'appliquer à des choses qui sont moins denses et moins fortes. Et une transition majeure, c'est comme quand on devient parent. Oui. Voilà. Déjà, on était 2, maintenant on est 3. Et on a en plus à charge un petit être humain qui est très dépendant de nous et dont on va devoir... on a pris l'engagement, la responsabilité de l'accompagner à grandir et à se développer pour être après un adulte équilibré, j'ai envie de dire, le plus possible, et intégré dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une transition de vie qui mérite d'être nommée. Oui. Ouais. Mais j'ai l'impression que du coup, dans toutes ces transitions de vie, la question qui va revenir, c'est qui je suis. Oui, complètement. La question de l'identité. Voilà. Ouais. On va essayer de la décortiquer un petit peu plus. Par exemple, en devenant parent, qu'est-ce qui se passe selon toi du point de vue d'un parent et qu'est-ce qui va se jouer à ce moment-là où le parent va, l'adulte homme ou femme en fait se retrouve avec ce statut-là de parent. Ouais, déjà oui, c'est un grand changement de devenir parent et c'est source de beaucoup de questionnements avant même en fait que l'enfant soit né. Parfois il y a avant la grossesse, on se questionne, savoir est-ce que je suis capable d'être parent, etc. Est-ce que je vais y arriver? Il y a pendant, autant la maman que le papa, mais je pense particulièrement aussi la maman qui va beaucoup se projeter et se poser la question de savoir si elle saura faire et comment l'organisation se mettra en place, etc. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de stress autour de ça. Donc dans ces phases-là, on peut accompagner en sophrologie notamment sur la confiance en soi, sur activer, renforcer ses ressources, se projeter positivement aussi pour dédramatiser aussi le fait de devenir parent. Imaginer que c'est possible et que ça peut bien se passer pour ramener un petit peu dans le présent, on va dire tous positifs, même si certainement que ce qu'on aura visualisé, ça ne se produira pas comme ça, mais c'est une ressource dans le présent pour appréhender avec moins de stress le fait de devenir parent. Et puis après, il y a quand on est parent. Et là, il se joue encore d'autres choses parce qu'on veut donner le meilleur de nous pour nos enfants. On veut être le parent parfait et notamment la maman parfaite qui répond à tous les besoins, etc. Sans compter la charge mentale dont on parle, mais qui est totalement réelle. Et donc on a souvent tendance à s'oublier en fait. On remplit tous les rôles qui sont les nôtres, alors les rôles qu'on avait avant. Le rôle de conjoint, le rôle de salarié, d'entrepreneur ou de chef d'entreprise, quelle que soit l'activité professionnelle qu'on a, nos rôles aussi sociaux. Ouais. Et puis à ce rôle de parent qui se rajoute et qui vient prendre une grosse partie de la place et c'est normal. Mais du coup dans tout ça on a tendance souvent à s'oublier. Et alors moi pour le coup je suis passée par là aussi et je sais que je me suis oubliée dans ma maternité, dans ma parentalité. Donc c'est important pour moi aujourd'hui de passer le message que
il faut s'accorder du temps pour être un parent et un adulte équilibré. Mais c'est pas toujours facile et souvent on se perd. Et c'est là qu'on a des outils en sophrologie qui permettent d'aller se retrouver, de retrouver un peu son identité. Oui, la sophrologie, elle vient vraiment s'inscrire comme une ressource, un soutien pour aider à traverser ces moments-là que tu viens de décrire parfaitement, les doutes, les questionnements, et permettre du coup de vivre ça avec une compréhension de tiens, qu'est-ce qui se joue pour moi, qu'est-ce qui se vit, et puis en fait comment j'ai envie de vivre, comment je me projette, c'est quoi mon intention vers l'avenir, elle est comment en fin de compte, et céder, je vois bien ce que tu veux dire, hein, céder en le visualisant une première fois d'une façon plutôt positive et agréable, même si dans la réalité ça va pas se passer exactement à la seconde près comme on l'a vu. Comme on l'a vécu de façon positive, on est dans une autre énergie, une autre intention. J'y vais pas avec l'intention de la peur, de oh là là, j'appréhende comment ça va être, etc. Mais j'y vais avec une intention plus d'amour et de joie en fin de compte. Ouais. C'est ça aussi. Ouais, hein. Et de confiance quelque part en l'avenir. C'est ça, ouais. Et du coup, finalement, je trouve que ça vient de toucher des thématiques autour de l'estime de soi. Qu'est-ce que je me raconte à mon sujet, voilà. Comment je me vois? Est-ce que les mots qui me viennent, c'est je suis nulle, je sers à rien, je suis pas compétente, et du coup qui traduisent une faible estime de soi, ou est-ce que plutôt ça vient traduire de j'ai confiance en moi, je vais y arriver, j'y crois, et où là voilà j'ai une autre intention aussi envers moi-même. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir qu'à chaque étape de la vie, en fonction de comment est construite notre estime de soi, ça va être plus et moins facile en fait de traverser ces phases-là. Et est-ce que tu dirais que la sophrologie elle aide un petit peu à reconstruire cette estime de soi et cette forme de confiance finalement? Oui, complètement, parce qu'on va travailler sur les ressources qu'on a à l'intérieur et que parfois on oublie et qu'on soupçonne pas. Voilà, donc oui, complètement. Et puis ça traduit autre chose aussi qui est important. En tout cas, ça va toucher à quelque chose d'autre. C'est au poids de la société sur nous, en fait. Bien sûr. Donc comment on arrive à se détacher? Bien sûr, le regard des autres, il est hyper. J'en parlais encore hier avec une maman, au parc où on parlait des tempêtes émotionnelles en pleine scène publique de nos enfants. Et c'est dur dans ces moments-là de se détacher du regard des autres, même s'il n'y a pas spécialement de personnes qui nous regardent et qui nous jugent. On se le raconte dans notre tête. Si quelqu'un voyait ça, mais oh là là, celui qui passe là, qu'est-ce qu'il doit se dire? Complètement. Alors qu'en fait, il est dans ses pensées, il a absolument même pas vu l'enfant qui est en train de se rouler par terre. Mais voilà, nous, on est attachés à ce regard que peut porter l'autre sur une situation qu'on est en train de vivre, ou de ce que la société peut penser de notre situation, et c'est apprendre à peut-être faire diminuer ça pour laisser de la place à et toi à l'intérieur, de quoi t'as besoin en fait. C'est ça. Allez, restez avec nous, on va faire une courte pause musicale et on va plonger davantage dans le fait de devenir parent, comment on prépare ça. Le focus qui est mis beaucoup sur la naissance et moins sur ce qui se passe après. On va parler donc plus profondément aussi de la perte d'identité, de la relation entre le parent, l'enfant et de toutes ces choses qui se passent pendant cette longue période de la parentalité. Détendez-vous. Vous écoutez Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue dans cette deuxième partie d'émission. Je suis avec Mélanie Guégan. On est en train de parler de sophrologie, puisqu'elle est sophrologue. Et on en était arrivé, donc on a un peu décortiqué dans la première partie d'émission les transitions de vie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se jouer pendant ces périodes-là, à quoi ça correspond. On en a nommé plusieurs et on est en train de parler donc de celle de la parentalité, qui est une énorme transition dans la vie d'une femme. Parce qu'elle va vivre, elle va accueillir à la vie et qu'il va se passer vraiment physiquement quelque chose pendant 9 mois plus encore un trimestre, et les années à venir, mais aussi pour les pères évidemment et tous les êtres humains en fait qui sont au contact de cette période-là de leur vie. Comme on allait le dire en fait,
aujourd'hui, là où on en est, c'est mettre tout ce qu'il faut sur la préparation de l'accouchement. Voilà, c'est le paquet, il est énorme. Voilà, toutes les femmes, surtout les femmes, ont envie de vivre un accouchement qui se passe bien, qui est agréable et plutôt à l'inverse de très désagréable, voire douloureux, voire traumatique, etc. On a envie que cette période-là, cette transition, qu'en est encore une, se passe voilà, dans l'amour et plutôt que dans la peur. Donc tout est mis en œuvre pour préparer l'accouchement. Je pense que les méthodes de préparation n'ont jamais été au top qu'en ce moment. Et puis maintenant, je trouve que ça commence à rentrer un peu plus, le postpartum. Ah oui, c'est pas fini. Une fois qu'il est sorti cet enfant, et ben il y a toute la dégestation. Hein. C'est pour ça que je disais il y a 9 mois et un trimestre entier, parce qu'il y a un trimestre entier de dégestation. En fait, l'information, c'est que la dégestation, elle va durer 2 ans. Il va falloir 2 années pour qu'une femme retrouve son corps physique comme avant la grossesse. Je ne parle même pas de celles qui font le choix d'un allaitement long au-delà de 2 ans, parce que là, on n'est pas sur 2 ans, on sera sur plus long que ça. Parce que l'allaitement va mettre un état hormonal modifié et va encore faire allonger cette période, on va dire, de transition. Je suis désolée, c'est un mot qui va ressortir beaucoup dans cet épisode-là, mais c'est la réalité, cette transition entre voilà, la femme avant d'avoir un enfant, puis la femme qui a un enfant, puis qui le nourrit jusqu'à ce que ça y est, l'enfant soit assez grand et qu'il décide de ne plus le nourrir avec le lait maternel. Et puis ensuite, il y a la parentalité, parce que cet enfant grandit. Et la parentalité, on a toutes les étapes de la petite enfance avec ces fameux terrible two et compagnie, puis l'enfant qui va grandir et l'adolescent jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et là, je vous ramène juste à cette information-là que la maturité du cerveau humain, elle est atteinte à partir de 20 ans pour les femmes et 25 ans pour les hommes. Voilà. Donc en fait, on devient parent jusqu'au 20-25 ans d'année de vie de notre enfant. Après, ça peut se calmer un petit peu. On a un peu plus de répit, mais on est toujours présent parce que il faut continuer à les accompagner dans leur choix de vie, dans comment ils grandissent. Et quand eux-mêmes vont devenir parents, on est encore présent dans tous les cas. Donc c'est toute la vie. Tout ça pour dire qu'il y a une notion intéressante, c'est que pour le corps de la femme, il se passe quelque chose de très fort au moment de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum, et puis dans les premières années de vie de l'enfant. Et il va falloir 5 années pour que la femme retrouve son identité. Suite à tous ces changements physiques et corporels et mentaux et dans tous les sphères en fait qu'elle a pu vivre, voilà, il va lui falloir au moins 5 années pour se reconstruire et retrouver un petit peu sa vie. Donc la perte d'identité dans la transition de vie, elle est de devenir parent, elle est très forte pour les femmes. Je sais pas si d'ailleurs tu as plus de femmes peut-être autour de la parentalité que d'hommes qui viennent voir pour la sophrologie. Oui, je pense qu'il y a, déjà de base, il y a beaucoup plus de femmes qui se tournent vers la sophrologie, quelques hommes parfois, mais c'est plus rare, ouais. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de se dire que déjà de savoir, ok, c'est normal que finalement je ne sache plus dire qui je suis, mais que on peut avoir une ressource qui est la sophrologie qui va accompagner un petit peu tout ça. Et que cette question d'identité, finalement, c'est peut-être aussi normal pendant les 5 premières années de vie de l'enfant de pas trop savoir qui on est et de reconstruire ça et de se soutenir du coup avec la sophrologie pour aller voir quel adulte j'ai envie d'être. La fameuse question que tu posais hors antenne. Et comment je me définis et quels parents aussi peut-être j'ai envie d'être. En tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant, parce que on transmet pas que par les mots, on transmet aussi par l'exemple, par notre attitude. Et si on prend soin de soi, si on prend du temps pour soi, si on fait des choses qu'on aime, on transmet aussi à notre enfant que il est aussi autorisé à faire ce qu'il aime et à grandir en croyant en ses rêves, qu'on peut se donner les moyens à plein de choses. Et d'ailleurs, ça fait écho avec la reconversion dont on parlait tout à l'heure. S'autoriser une reconversion en étant parent, c'est aussi montrer à ses enfants que rien n'est figé, qu'on peut tout. Le changement est bon. On peut rabattre les cartes. Ouais, tout à fait. Exactement. Et donc du coup, dans cette reconstruction du parent, la perte d'identité, c'est un thème. Je sais pas si je crois que je l'ai pas encore évoqué ici dans cette émission. C'est quelque chose qui moi m'a personnellement touchée parce que
tu vois, sur l'identité, je pense que mon fils avait 1 an et demi à peu près quand je l'ai nommé à voix haute. J'étais en formation de doula et fallait se présenter. Et puis là, j'avais préparé ma petite présentation en me disant bon, alors qui je suis, qu'est-ce que les autres ont à savoir de moi. Et j'avais écrit sur des petits bouts de papier que j'avais mis dans un bocal pour la symbolique de le bocal c'est moi, et tous ces papiers c'est toutes ces choses que j'aime faire ou qui définissent la personne que je suis. Et au moment de me présenter, en fait je me suis effondrée parce que ce que j'avais envie de dire c'est que tous ces papiers là c'était la Pauline d'avant, mais que là aujourd'hui qui je suis, à part être une mère, c'est le seul papier que je peux sortir, c'est la seule certitude que j'ai. Mais le reste, je ne sais plus qui je suis. Et c'est ultra déstabilisant. Moi, c'était vraiment le mot qui venait, c'est je suis plus qu'une mère, et c'est tout. Je ne sais même plus qui est Pauline. Et voilà, il y a plus rien, en fait. Et c'est ultra déroutant, de vivre ça. Ouais, c'est difficile, hein. Ouais. C'est difficile de se rendre compte qu'on n'a pas d'autres mots pour se définir que les rôles qu'on a dans la vie, que les casquettes qu'on porte, et notamment le rôle de parent. Le rôle de parent, voilà, c'est ça. La réduction à surtout ce qui est encore plus fort. Je pense peut-être qu'avec nos parcours, d'avoir fait des bacs S, on est allé loin. Moi, c'était l'école d'ingénieur. J'ai été dans des responsabilités assez importantes. Et en fait, de me dire, il y avait cette carrière et ce regard de la société de je me conforme à la société avec une carrière tracée où je réussis et puis je fais les choses bien, j'ai une reconnaissance et je gravis les échelons. Voilà, je gravis des marches, puis je le fais avec mes mains, tu vois, je monte et puis il y a un enfant qui arrive et puis poum, je suis plus qu'une mère. Ah oui. Ouais. C'est très déroutant. Ouais. Et c'est tout ça pour vous dire que c'est normal. Voilà. Si on reprend que pourquoi je suis plus qu'une mère à cet instant-là, même à 1 an et demi de vie de l'enfant, parce que pendant il y a la maternité, elle apporte ça en fait. Il y a un être humain qui grandit à l'intérieur de notre corps. C'est nous, notre corps. On le met au monde, on l'amène au monde. Lui aussi, l'enfant participe. Il sait venir au monde. C'est une synergie qui se fait. Donc c'est normal que là il y a plus rien qui compte en fait que la vie. Et l'enfant c'est la vie. Donc il y a une logique dans tout ça. Et c'est après comment moi j'ai pas été accompagnée et soutenue ne serait-ce que par mes consoeurs doula à me reconstruire. Mais sinon je ne connaissais pas du tout déjà cette phase-là et je ne savais pas que la sophrologie pouvait en fait m'aider à me reconstruire et à reconstruire cette identité. Ouais. Oui. Voilà. Ouais. Aller rechercher les petites pièces de notre identité. C'est ça. Est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu comment la sophrologie elle va aider en fait une personne à se reconstruire cette identité dans les grandes lignes parce que c'est un travail intense de se reconstruire. Ouais, la première chose c'est qu'on va aller se remettre en contact avec son corps parce que le corps de la maman notamment a donné la vie et quand le bébé naît et les premiers mois, premières années, donc on fait tout pour l'enfant, mais c'est vrai que souvent, on prend pas le temps de prendre soin de soi, d'écouter notre corps. On est à l'écoute uniquement de l'enfant et de la famille en général. D'autant plus s'il y a plusieurs enfants. Ouais. C'est d'autant plus difficile. Donc, la première étape souvent, c'est de se reconnecter à son corps, à ses sensations, à ses émotions. De comprendre aussi que nos émotions, elles ont un intérêt. Elles sont là pour donner des informations sur des besoins qui se cachent derrière nos émotions. Voilà, la tristesse, elle ne sert pas à rien, elle n'est pas négative. La colère, elle sert pas à rien, elle n'est pas négative. Tout ça cache des besoins. Et quand on apprend à s'écouter, quand on se fait accompagner sur la gestion notamment des émotions, on sait mieux les utiliser dans notre quotidien et faire ce qu'il faut pour être mieux déjà dans notre quotidien de parents. Voilà, ça c'est un peu les 2 premières étapes, le corps, apprendre à écouter et à comprendre nos émotions. Et puis ensuite, on peut aller chercher à se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Et des fois, c'est des choses qui étaient qui faisaient partie de notre enfance.
Voilà, si je prends mon exemple, typiquement quand j'étais petite, j'étais plutôt créative, j'aimais beaucoup l'art plastique, l'écriture, j'adore les mots. Et en fait, en vieillissant, je me suis déconnectée complètement de ça. J'ai pas cultivé tout ça, mais je sais aujourd'hui que c'est quand même une ressource pour moi. Donc, avoir conscience de ces ressources, même lointaines, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler. Voilà, pour redonner de l'importance à des choses qu'on a un peu mises sous le tapis en se disant bah non, c'est pas essentiel. Bah en fait si, c'est essentiel parce que ça nous nourrit. Voilà. Donc on va aller travailler sur des choses comme ça. Et c'est grâce à la sophrologie qu'on va se souvenir en fait de ces choses-là qu'on a peut-être oubliées. Et... Ouais. Parce qu'il y a ce côté de je suis en train de vivre ça et je sais pas trop par où prendre le problème. Ouais. Et retrouver comment je peux prendre soin de moi. C'est souvent la question, c'est j'ai bien conscience que c'est important mais je sais pas comment faire. Ouais. Et du coup, c'est grâce à toute cette approche et ces méthodes que la sophrologie utilise que les personnes que tu accompagnes vont pouvoir retrouver cet élan de vie en fait. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, on peut retourner dans le passé, chercher des moments qu'on a vécus où on s'est senti bien, des expériences qu'on a faites où on s'est senti bien, et puis ramener dans le présent, ramener dans le corps les émotions et les sensations qu'on a vécues. Et ça va être source d'élan, de motivation pour avancer. Et puis après, on va aussi pouvoir se projeter du coup dans le futur, comme on disait, pour essayer de se donner des objectifs, de voir qu'on est capable de mettre en place des choses pour nous. Que c'est possible en fait de ritualiser, de prendre des rendez-vous avec soi-même dans nos semaines pour ne pas être que la maman, le papa, mais vivre aussi pour nous. Ouais, c'est ça, être humain en fait, et c'est ça. Et du coup, ça vient toucher finalement la fameuse question de qui je suis. Alors, je crois que toi, tu as une méthode, une approche assez particulière pour répondre à cette question. Oui. Moi, je trouve intéressant de se poser la question. Qui je suis, comment je me présente en dehors justement de mes casquettes, sans donner de chiffres, ne pas donner son âge par exemple, qui nous restreint, je trouve. Et du coup, Pauline, j'ai bien envie que tu te prêtes à l'exercice de qui je suis en dehors de mes casquettes. Ouais. En dehors de mes casquettes, moi, c'est vrai que le qui je suis, je crois que je suis une personne qui aime être en nature, qui aime être immergée dans la nature, à l'extérieur, et vivre en fait des choses. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant faire du sport, parce que on va dire qu'il y a un mot qui vient toujours, c'est le multipassionné. Et le multipassionné, moi, il me plaît bien parce que du coup, tiens, je vais faire un peu de sport, mais du sport pour moi, c'est quoi ? C'est aller faire du vélo, c'est aller marcher, c'est aller randonner, c'est aller faire du ski. Et j'aime ce côté, tu le disais, qu'est-ce qui te procure la joie ? C'était l'apprentissage. Et moi, c'est l'apprentissage et d'apprendre. Et cette année, je sais pas ce qui se passe. 2025, c'est une année où je suis à fond dans l'apprentissage. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le qui je suis une personne qui aime apprendre, en fait. Et j'ai démarré, du coup, le ski nordique, là, cet hiver. J'ai décidé d'apprendre une autre forme de communication avec les êtres humains. J'ai décidé d'apprendre plein de nouvelles choses et je me dis, ah oui, en fait, 2025, c'est l'apprentissage. Mais donc, c'est aujourd'hui, là, c'est ce qui me fait vibrer. Et c'est comme ça que j'aime me présenter, en fait. C'est toutes ces choses-là et c'est vraiment le goût de vivre et de vivre comment, de vivre un peu plus dehors et aussi en lien avec des gens. C'est pour ça aussi que cette émission, elle est là, c'est pour rencontrer du monde et donc échanger, partager et co-créer des choses. J'ai bien répondu. Chouette. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Toi, tu dirais quoi, là ? Eh ben moi, alors c'est rigolo ce terme multipassionné. Je m'attendais pas à l'entendre et c'est un mot que j'utilise sur une de mes plaquettes pour me présenter. Donc c'est rigolo, ça fait écho. Moi, je dirais que je suis une personne assez réservée de nature depuis toujours et malgré que je sois là aujourd'hui à parler à la radio, je suis assez réservée. Je suis une personne qui aime aussi beaucoup la nature, qui se ressource dans la nature et j'aime beaucoup les gens.
J'aime les gens, j'aime les observer. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais dans les situations du quotidien, j'aime regarder les gens et imaginer qui ils sont derrière le masque qu'on porte tous en société. Et puis j'aime, je le disais tout à l'heure, j'aime les mots, j'aime les livres, et je suis le genre de personne qui peut rentrer dans une librairie, regarder des bouquins pendant un petit moment, et puis et ça m'est déjà arrivé avoir la petite larme qui pointe au coin de l'œil parce que je suis émue d'être entourée d'autant de livres et d'imaginer tous les gens qui ont pu poser ces mots et contribuer à tous ces ouvrages. Enfin voilà, je crois que je suis une grande sensible et puis plutôt multipassionnée. J'aime beaucoup apprendre et ma grande question du moment c'est de me lancer dans de nouvelles études de philosophie parce que j'ai toujours envie d'apprendre quoi. Ouais. C'est un bel exercice de pas se dire le qui je suis, mon nom, mon âge, où j'habite, etc. et de venir à plus de ça. Et c'est aussi l'élan de cette fameuse question de qu'est-ce qui te procure de la joie. Ouais. Voilà, revenir à cet élan de vie en nous et de voir qu'est-ce qui se passe là en ce moment. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Alors du coup, vous qui nous écoutez, chers auditeurs de Radio Grand Lac, posez-vous cette question. Voilà, essayez de répondre à la question qui je suis, sans nommer vos casquettes, rôles ou chiffres ou quoi, et plus qui vous êtes ou qu'est-ce qui vous procure de la joie et qu'est-ce qui vous met en joie dans la personne que vous êtes. On va faire une courte pause musicale et on revient pour la dernière partie d'émission. Vous êtes sur Parents Autrement. Radio Grand Lac, pour vous et avec vous. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà dans notre dernière partie d'émission avec Mélanie Guégan, qui est sophrologue. On parle depuis, ça va bientôt faire 1 heure de soi. J'ai bien aimé parce qu'on a terminé, tu disais que tu voulais reprendre des études de philosophie et je me disais, il y a beaucoup de philosophie dans ce qu'on dit, je trouve en fait. Surtout avec cette dernière question de qui je suis, comment j'arrive à répondre à cette question et qu'est-ce qui me procure de la joie. Donc ça c'est vachement chouette. Il y a un truc d'ailleurs qui m'est venu qui est intéressant, toujours dans ce je deviens parent, je sais plus qui je suis justement. Parce que de regarder aussi, là j'ai cité moi dans qui je suis le sport qui était très présent parce que ça me faisait du bien d'être à l'extérieur, et quand je suis devenue maman avec un tout petit c'est pas facile de continuer à faire du sport, du moins à l'intensité que je le faisais avant, et donc du coup c'est aussi bien d'avoir une expression de qui je suis à travers d'autres systèmes, on va dire. Et j'ai bien aimé quand tu parlais de simplement ces états d'être qui ne sont pas en lien avec une activité précise, mais juste je regarde des gens et il se passe quelque chose simplement, ou alors j'ai une larme qui vient parce que je me sens entourée avec tous ces livres autour de moi. On est dans un état d'être, tu vois ce que je veux dire? Comment ça te parle? Ouais, un état d'être et puis un état de présence en fait, de prendre conscience de ce qui nous entoure et au-delà presque. Voilà, l'exemple des livres, c'est penser aux gens qui ont écrit ces livres. Ouais. On est au-delà du livre, de la matière, et moi je trouve ça chouette. Enfin, c'est des moments quand ça m'arrive, je les chéris parce que ça me fait du bien. Ouais. Mais donc il y a quelque chose c'était juste ça que je voulais insister sur ça, c'est cet état d'être peut se faire partout. Oui. Dans toute situation, dans toute circonstance. Alors que quand je parle de qui je suis et que je suis restreint à une activité, un domaine ou quoi que ce soit, finalement ça marche plus. Oui. Parce que si je ne peux plus, et moi c'est ce qui m'est arrivé, si je ne peux plus faire cette activité-là, je perds une part de mon identité. Ouais. Et là c'est difficile. Alors que si je me relie à l'apprentissage, qui définit quelque chose qui est présent en moi et qui s'exprime vraiment tout le temps, là c'est partout en fait. À la fois quand je fais un gâteau, je suis encore en apprentissage et j'essaye de faire quelque chose, ça réussit, c'est pas réussi, peu importe en fait, mais je le fais puis j'expérimente quoi. Donc voilà, dernière petite info pour répondre à votre question de qui je suis. Et donc le qui je suis dans cette relation parent-enfant,
Et la sophrologie, on va retourner à notre thème de départ. L'enfant va grandir et au-delà bien sûr du stress que c'est d'être parent, parce qu'il y a beaucoup de choses, et puis que nos enfants n'ont pas du tout la même énergie que nous. Eux, ils sont vifs, ils sont pleins d'énergie, ils ont plein de questions, ils ont une telle envie d'interagir que pour nous, des fois adultes on n'est plus dans cette sphère-là, c'est difficile de cohabiter avec cette boule d'énergie qui pétille et qui chez nous pétille un petit peu moins. On n'a pas le même âge, c'est normal. Mais donc du coup, ça peut se transformer en stress, en crispation, et puis en incompréhension de mais qu'est-ce qui se vit en moi. Et il y a cette question, je t'ai demandé, est-ce que tu fais la sophrologie avec les enfants et sans les parents, hein? Puis là, tu m'as plutôt dit non. Et moi, ça fait tellement sens parce que ce que je me rends compte, c'est qu'un enfant, il est un peu comme pur et neutre. Et puis, il va commencer à prendre des couleurs en fonction de l'environnement qu'il a et du parent qu'il a. Donc, si le parent va bien et sait où est-ce qu'il en est, de quoi il a besoin, comment c'est à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il ressent, en fait, l'enfant va prendre ça en fait comme exemple et il va plutôt aussi aller se connecter à qu'est-ce qui se passe pour moi, comment je suis, comment je vais, et puis il y a une forme d'harmonie. Alors que si le parent est en déconnexion avec ses ressentis, ses émotions, ses besoins, ses sensations du corps, tout ça, tout cet univers-là, là, ça peut aller au clash parce que du coup, c'est une expression, comme on va le dire avec la CNV, la communication non violente, c'est une expression tragique de besoins qui ne sont pas nourris. Donc avec la sophrologie, ce que tu apportes et que je trouve ça génial, c'est cette compréhension des émotions et des besoins. Ouais, c'est essentiel déjà pour chacun en fait, individuellement, et puis dans la relation à l'enfant, c'est important aussi, parce que si je sais l'état dans lequel je suis, déjà je peux le réguler, en ayant notamment les outils, et puis je peux être à l'écoute différemment de mon enfant aussi. Après on le vit aussi tous, en tant que parents, des fois on est excédé et fatigué, ça se comprend, et on peut mal réagir ou se mettre en colère. Et quand on a des outils comme les outils proposés par la sophrologie, quand on a appris à se connaître aussi, après coup, on se rend compte que on n'a pas agi ou on s'est pas comporté comme il fallait, et on se rend compte aussi des conséquences que ça peut avoir pour son enfant. Et par exemple, moi, ça m'est arrivé de me mettre en colère avec mon petit dernier, qui est beaucoup plus vif que le premier. Et il a du caractère, etc. Oui, il a du caractère, il a son caractère en fait. Ouais. Et en fait, en se mettant en colère, on ne fait que potentiellement endurcir le caractère ou l'accentuer. Par contre, si on est à l'écoute, ça se passe beaucoup mieux en fait. Voilà. Et pour l'enfant et pour nous. Parce qu'on est tous différents, et en fait, en apprenant à s'écouter, on est plus à l'écoute de la personnalité de l'autre en fait. On laisse l'autre être ce qu'il est, plutôt que de vouloir le faire rentrer dans des cases. Voilà. Oui, il y a une forme de disponibilité. C'est ça. Voilà, toi t'es comme ça et tu vis ça comme ça, et je suis tournée vers ça en fait. Et pas tourner vers moi j'aimerais que tu sois comme ça et que tu vives les choses comme ça. C'est ça. Et la différence en fait. Oui. Non, c'est certain. Et vraiment j'ai envie de tendre du coup cette perche un peu à tous les parents qui peuvent écouter cette émission en replay ou là maintenant en direct. Si vous ressentez cette crispation à l'intérieur parce que le quotidien avec l'enfant c'est difficile, la privation de sommeil, le fameux terrible tour, où il est en pleine crise d'affirmation de soi et c'est dur d'accueillir mon Dieu, moi je suis aussi humaine, je ne peux plus accueillir. et comme je sais pas comment faire en fait je me vois crier, je me vois agir et je suis pas ok avec comment je suis, en même temps je sais pas comment faire pour quitter cet espace-là et aller vers cet autre espace que j'aspire tant à être. Et je crois que la sophrologie, elle a l'air de faire le pont en fait. Ne serait-ce que par rapport à ce qu'on a dit, l'intention de départ, ce serait quoi? J'aimerais incarner davantage ce parent calme et disponible pour l'enfant. Voilà, déjà c'est un bon point de départ, j'ai l'impression. Ouais, et puis avoir des outils pour évacuer en fait. Et voilà. Déjà, maintenant,
évacuer ce stress, le réguler, le prendre en charge, comprendre, bah oui, quand je crie, c'est parce que j'ai besoin de quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et j'ai l'impression, en tout cas, dans nos échanges, que la sophrologie, ça peut être comme votre activité à commencer, à découvrir pour se dire, tiens, comment ça peut me soutenir? Et est-ce que ça peut permettre d'être, le bâton de marche pour cette randonnée de la vie que je suis en train de faire avec mon enfant et avec moi-même, en fin de compte, surtout avec moi-même. Et donc de revenir à ça, si vous prenez en charge d'un coup, d'un seul, l'enfant devient plus facile à gérer. Parce qu'en fait, vous êtes plus en train de le gérer. C'est ça. Il vit ce qu'il a à vivre, et puis je suis plus dans cette énergie de moi, c'est ok, je suis disponible pour être ce phare, en fait. C'est ça. Il y a cette illustration, cette image là que j'ai envie de vous transmettre de si l'enfant était un bateau, et puis que nous aussi on avait le choix d'être un bateau ou un phare. Admettons que l'enfant qui est un bateau et qui est en pleine tempête émotionnelle, de quoi il a besoin? Est-ce qu'il a besoin d'avoir un deuxième bateau qui fait naufrage avec lui? Ou est-ce qu'il a besoin d'avoir un phare pour se dire, là je suis en train de faire naufrage et en même temps je vois le phare qui est là, qui brille. Le phare, c'est mon parent, en fait. Et si je le rejoins un peu dans cette direction-là, du coup, j'ai peut-être des autres options qui s'offrent à moi, et j'ai une direction, du moins, à suivre. Et du coup, quel parent on veut être? Est-ce qu'on veut être le bateau qui fait naufrage, ou est-ce qu'on veut être le phare? Ouais, c'est une belle image. Mais pour arriver à être le phare, il faut aussi se prendre en charge d'où je viens. Là, je vous fais encore écho aux violences éducatives ordinaires. Il y a cette belle émission qu'on a faite avec Fabienne Tolois sur ça, et sur le fait que d'où ça commence par comment j'ai été traitée quand j'étais enfant, et qu'est-ce que j'ai vécu moi enfant, et puis maintenant qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant, de voir qu'il y a un chemin entre les deux qui est peut-être grand, et que du coup il y a des étapes à suivre, en fait, pour en arriver là, et qu'il y a besoin de ressources, et que c'est prioritaire. Voilà. Ça, c'est important, je crois, parce que on l'avait en off dans la question du budget qu'on va s'allouer pour prendre soin de soi. Et je sais pas comment toi, comment ça te parle, cette question-là du budget? Ah oui, la question du budget, elle est fondamentale. C'est vrai que aujourd'hui, surtout, se faire accompagner, on va dire, pour tout ce qui a trait au bien-être, en fait, ou au mieux-être, c'est souvent difficile pour les familles. Donc voilà, c'est peut-être trouver des activités à faire en groupe, notamment la sophrologie en groupe est plus accessible. Il y a plein de manières de pouvoir se faire accompagner autrement que peut-être en individuel, où c'est plus difficile, effectivement, même si c'est tellement important, en fait. Mais il y a plusieurs, c'est ça, c'est une priorité. Et en même temps, il y a plein de façons de le faire. Comme tu viens de le dire, du coup, il y a des séances que tu proposes en individuel, en groupe. Et dans vos entreprises aussi, regardez dans vos entreprises, parce que des fois, avec une initiative collective, en disant, on est une dizaine de personnes, on aimerait bien avoir des séances régulières de sophrologie. Il y a des choses qui peuvent être faites avec le CE. Les amicales du personnel. Voilà. Et c'est vraiment chouette de s'entourer de ça et de se dire, je suis une priorité, et donc du coup, qu'est-ce que je fais pour ça, quoi. Et on aurait encore plein de choses à dire, en fait. On n'a pas parlé de la retraite et de tout ça, mais ce sera l'occasion d'une autre émission. On avec plaisir. Décortiquer d'autres transitions de vie différentes, mais vous regarderez que en réécoutant l'émission, vous verrez que même pour la retraite, il y a des choses qui résonnent, en fait. Et de copier-coller finalement tout ce qu'on a dit par rapport au fait de devenir parent à ok, moi je deviens pas parent, mais en gros j'arrête mon activité professionnelle, puis je vais être à la retraite, et du coup maintenant qu'est-ce qui va se passer? Je pense que les questionnements sont les mêmes, la démarche qui je suis, la même. Voilà. Le qui je suis. Merci Mélanie. Merci Pauline. Est-ce que tu peux nous dire comment on te retrouve si des auditeurs ont envie d'aller plus loin avec toi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour le moment, on me retrouve principalement sur Instagram, potentiellement sur Facebook aussi pour l'actualité. Et puis site internet en construction, et j'interviens prochainement sur Entrelacs auprès d'un public de seniors. Ok.
Voilà. Trop bien. Sur Instagram, c'est quoi ton nom de compte? Alors, c'est Mélanie Guégan -sophrologie. Ok, trop bien. Guégan, G-U-E-G-A-N. Et puis, si jamais, n'hésitez vraiment pas à nous demander les coordonnées, parce que ici à Radio Grand Lac, on sera ravis de vous répondre et de vous transmettre tout ça. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable journée et je vous souhaite de vous connecter à ce qui vous met en joie pour le reste de la journée. À bientôt sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Votre radio.